Le continent noir, deuxième région touristique la plus dynamique au monde en 2018. L'Afrique se positionne désormais derrière l'Asie-Pacifique avec au compteur un total de 67 millions de touristes accueillis, ce qui équivaut à une progression de 7% des arrivées touristiques par rapport à 2017 et plus de 15% par rapport à 2016. Globalement, l'industrie touristique africaine a enregistré une croissance de 5,6% en 2018 contre une moyenne mondiale de 3,9%. Le secteur a par ailleurs contribué à hauteur de 8,5% au produit intérieur brut du continent contre 8,1% en 2017. À l'origine de cette performance, la facilité et le moindre coût des déplacements, en particulier à l'intérieur du continent. Côté dépenses, celles des touristes voyageant à l'intérieur du continent représentaient 56% des dépenses totales des touristes contre 44% pour les touristes provenant des destinations internationales. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les prochaines années grâce à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui stimulera la circulation des personnes entre les pays africains. Quelques jours après sa nomination à la tête de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde jette un regard optimiste sur l'Afrique. Pour la directrice générale sortante du Fonds monétaire international, l'instauration d'une paix durable devrait propulser l'Afrique sur l'échelle du développement. Moi, je ne connais pas de pays qui ont pu ou qui pourront se développer économiquement s'il n'y a pas la paix. La paix, c'est la première condition. La directrice générale sortante du Fonds monétaire international s'émerveille particulièrement des progrès réalisés en Afrique subsaharienne. On voit en Afrique subsaharienne un développement économique qui est largement supérieur à la croissance mondiale. Comme sous-continent africain, il y a des zones de développement encore beaucoup plus importantes. Vous regardez la Côte d'Ivoire, par exemple, vous regardez le Sénégal, vous regardez le Rwanda. Christine Lagarde note par ailleurs avec satisfaction une amélioration significative dans de nombreux pays africains qui reconnaissent désormais que les politiques macroéconomiques comptent vraiment pour le développement. « 5 milliards de dollars levés sur le marché international de la dette. L'Afrique du Sud réalise ainsi sa plus importante émission d'eurobonds avec 2 tranches assorties de différents taux d'intérêt et périodes de maturité. La première concerne un montant de 2 milliards de dollars assorti d'un taux d'intérêt de 4,85%, tandis que la deuxième couvre un montant de 3 milliards de dollars sur 30 ans assorti d'un taux d'intérêt de 5,75%. Cette nouvelle levée de fonds est supérieure de 25% aux 4 milliards de dollars que les autorités sud-africaines espéraient initialement mobiliser. Une situation due à la forte demande des investisseurs qui ont sursouscrit plus de 2 fois aux obligations émises. Pour les autorités sud-africaines, le succès de cette transaction traduit l'expression de la confiance des investisseurs dans le cadre macroéconomique solide du pays et sa gestion budgétaire prudente. Pourtant, les agences de notation Fitch et S&P Global Rating classent la dette souveraine du pays dans la catégorie Junk à haut risque, contrairement à Moody's qui la maintient dans la catégorie Investment Grade, faible risque de défaut. Pour rappel, la dernière euro-obligation émise par l'Afrique du Sud remonte à mai 2018. La filière banane des pays ACP sera-t-elle désormais exposée à la concurrence au sein de l'Union européenne? Tout porte à le croire puisque l'Union européenne ne compte pas reconduire le mécanisme de stabilisation de son marché de la banane qui protégeait relativement ces pays de la concurrence. Il s'agit d'un dispositif de l'accord de libre-échange conclu en 2009 entre l'Union européenne et les pays latino-américains non ACP comme le Costa Rica, le Honduras, le Pérou, la Colombie et l'Équateur. Lequel dispositif permettait au bloc européen de frapper depuis 2009 les importations provenant de ces pays de droits de douane supplémentaires lorsque les importations dépassaient un certain volume. En 10 années de mise en œuvre, le comportement des consommateurs a changé au sein de l'Union européenne au profit des aspects sociaux, de l'environnement et de la santé.
ce qui s'est traduit par une pression sur les institutions européennes à laquelle elles ne peuvent se soustraire, sonnant ainsi le glas du dispositif. Pour les organisations de défense des producteurs du continent, il est à craindre désormais que la part des exportations africaines fonde comme neige au soleil, d'autant plus que les droits de douane appliqués à la banane en provenance des pays non ACP passeront à $115 la tonne d'ici à 2020 contre $148 la tonne une décennie plus tôt. Pour rappel, la banane reste une filière importante pour de nombreux pays africains comme le Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ces trois nations exportent 80% de leur volume vers le marché européen. Depuis ce 1er octobre 2019, les tarifs de communication ont augmenté de prix au Ghana. Conformément à l'annonce faite par la Chambre des télécommunications du Ghana, une organisation locale représentant les intérêts des sociétés de télécommunications opérant dans le pays, la taxe révisée sur les services de communication est entrée en vigueur. Revue à la hausse à travers la loi de finances rectificative 2019, cet impôt qui passe de 6 à 9% a induit, comme annoncé, une augmentation des tarifs de communication dans le pays. Ainsi, pour chaque cédille de recharge acheté, des frais de 9% de taxes sur les services de communication seront facturés, ce qui laisse à l'utilisateur 0,91 cédilles pour l'achat de produits et services. Les fournisseurs de services de communication sont chargés de collecter la nouvelle taxe qui servira à jeter les bases de la création d'un écosystème technologique viable permettant d'identifier et de combattre la cybercriminalité, de protéger les utilisateurs des technologies de l'information et de lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers. Le gouvernement du Ghana espère surtout que le volume d'argent collecté à travers la nouvelle taxe demeurera dynamique pour le plus grand bien des caisses de l'État. En 2018, la taxe sur les services de communication, dont le taux était de 4,56%, a rapporté 420 millions de cédilles, représentant une augmentation de 27,7%. Cette collecte était supérieure aux 401,8 millions de cédilles prévus dans le budget de mi-exercice 2018. En passant de 100 MW en 2011 à 1800 MW en 2018, les entreprises minières ont développé un appétit croissant pour les énergies renouvelables de par le monde. En Afrique, ce constat est aussi palpable. Les énergies renouvelables sont progressivement devenues une alternative solide pour les industries minières. À l'origine, le progrès technologique, les différents changements en matière de politique environnementale et les exigences de rendement. Que ce soit en Tanzanie, en Érythrée, au Burkina Faso ou encore au Mali, de nouvelles centrales de diverses capacités sont érigées par l'industrie minière. Cette adoption progressive des énergies renouvelables est d'abord motivée par une question de rentabilité commerciale. En effet, les chaînes de valeur du secteur sont très énergivores. La facture électrique représente entre 30 et 40% des coûts d'exploitation totaux de la plupart des mines. Un coût que peuvent encore alourdir les situations particulières telles que les déficits énergétiques des fournisseurs d'électricité du continent, ce qui contraste avec la baisse drastique du coût des technologies d'énergie renouvelable. En 2018, par exemple, les technologies solaires, photovoltaïques et éoliennes ont renforcé leur supériorité en termes de rentabilité face aux énergies fossiles avec une baisse de 13% de leurs coûts par rapport à 2017. Ce qui a suscité l'engouement des entreprises minières qui voient dans ces technologies d'énergie renouvelable la capacité d'optimiser leurs factures et par conséquent leur rendement. Le recours aux renouvelables permet en outre aux entreprises minières de se mettre à l'abri des risques grandissants que pourraient engendrer les politiques de réduction du risque climatique. Le Nigeria tend la main à la Banque mondiale aux fins d'obtenir un prêt de 2,5 milliards de dollars. Ceci dans le cadre de la stratégie du gouvernement nigérian visant à mobiliser des financements pour ses projets de développement tout en allégeant le fardeau de la dette. Raison pour laquelle le pays privilégie désormais les prêts concessionnels à des taux d'intérêt abordables aux émissions obligataires. Ainsi, pour son budget 2019 par exemple, le pays envisage de contracter environ 2,7 milliards de dollars d'emprunts extérieurs.
Les 2,5 milliards de dollars attendus de la Banque mondiale devraient contribuer à l'atteinte des objectifs du pays, notamment sortir environ 100 millions de Nigérians, soit la moitié de la population, de la pauvreté, en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation des femmes et le développement des possibilités numériques. Les autorités nigérianes espèrent aussi pouvoir résoudre les problèmes du secteur de l'électricité. L'objectif ici est de parvenir à réduire le coût de l'énergie afin de rendre l'économie nigériane plus compétitive pour favoriser le développement des industries. À partir de 2022, la production commerciale des hydrocarbures devrait faire bondir la croissance économique du Sénégal. D'après les prévisions du Fonds monétaire international, le pays devrait enregistrer une croissance économique de 6% cette année. Tirée par l'investissement privé, cette croissance devrait atteindre les 7% en 2020-2021 avant de s'accélérer suite aux exportations d'hydrocarbures du pays. En ce qui concerne le déficit de la balance courante, il devrait, selon le FMI, augmenter jusqu'en 2021, essentiellement à cause des importations nécessaires pour la construction des projets d'hydrocarbures. Au dire de l'institution de Bretton Woods, ce déficit devrait se réduire avec le démarrage de la production et de l'exportation du pétrole et du gaz. À ce stade, le FMI appuiera les autorités sénégalaises dans la mise en place d'une gouvernance soutenable et transparente des ressources issues de l'exportation des rentes découvertes d'hydrocarbures. Ceci dans un contexte où le pays est secoué par un scandale de corruption lié à l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers à l'homme d'affaires Franck Timis par Aliou Sall, frère du président Macky Sall. Quelques jours après avoir définitivement tourné la page de l'ère Omar el-Béchir pour un régime civil, le Soudan s'apprête à négocier un financement de 2 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale. Les nouvelles autorités du pays en ont fait l'annonce quelques semaines après que le pays a annoncé son intention de mobiliser un financement du même montant en devises étrangères au cours des prochains mois. Un montant qui devrait permettre au Soudan de ralentir la dépréciation de sa monnaie d'une part et de la stabiliser d'autre part. Déjà au mois d'août, le nouveau Premier ministre indiquait qu'environ 8 milliards de dollars seraient nécessaires au cours des 2 prochaines années pour couvrir ses factures d'importation et relancer l'économie soudanaise en proie à une forte inflation et une dette élevée. Pour obtenir ce montant, le pays essaie de négocier une restructuration de sa dette envers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui l'empêche d'obtenir de nouveaux prêts. Des pourparlers sont par ailleurs en cours avec la Banque mondiale qui est pressentie pour soutenir et financer l'envoi de 3 experts dans le pays. Ces derniers auront pour mandat d'apporter leur appui à la Banque centrale et au ministère soudanais des Finances pendant les 3 années que durera la transition politique. Du 24 au 27 février 2020, le Zimbabwe va accueillir le 6e Forum régional africain pour le développement durable. Cette assise qui se tiendra dans la station balnéaire de Victoria Falls sera une excellente occasion pour le pays d'Emerson Mnangagwa de se faire connaître et de mettre en valeur son programme de stabilisation transitoire, dont l'objectif principal concerne le réengagement après des années d'isolement. Le Forum régional africain pour le développement durable 2020 a pour objectif de permettre aux acteurs d'explorer, d'approfondir, de partager et de convenir ensemble d'actions concrètes et réalisables qui permettront aux pays africains d'atteindre les objectifs fixés dans les délais impartis. Cet événement fournit ainsi une plateforme d'apprentissage et d'échange entre pairs, en particulier sur les examens nationaux volontaires régionaux et la mise en œuvre des ODD. Le Zimbabwe partagera à cette occasion ses expériences, ses défis et les enseignements tirés jusqu'à présent dans la mise en œuvre des ODD. La lumière sera faite également sur les 17 objectifs de développement durable lors du Forum 2020.